propose d'accueillir tout de suite très chaleureusement notre invitée d'honneur, Juliette Binoche. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à vous surtout d'accepter cette masterclass, rencontre, discussion au coin du feu en plein été. J'aimerais, évidemment, nous allons évoquer votre travail d'artiste. Je dis artiste parce que Juliette Binoche, je n'êtes pas qu'actrice. Déjà, c'est un monde en soi d'être actrice. Mais vous, en plus, vous avez été vers la danse, la chanson, l'écran, le petit, le grand, le son. Je crois que toutes les expressions, les modes d'expression vous appellent. Et surtout, je crois que vous êtes exploratrice, vous êtes aventurière. Donc, nous allons évoquer votre goût de l'aventure, les trésors que vous avez récoltés en chemin. Et puis aussi, bien sûr, nous évoquerons la nécessité aujourd'hui de parler des mythes, enfin, en tout cas de les réincarner, comme vous l'avez fait là en interprétant Pénélope dans le film que vous allez découvrir ce soir en avant-première. Alors pour commencer, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on esquisse une petite passerelle discrète avec votre actualité récente. Vous étiez président du jury du Festival de Cannes, vous avez vu 22 films en compétition en 2 semaines, un peu moins même. Comment, lorsqu'on est une femme sensible comme vous, on digère, on intègre tous ces sons et toutes ces images impactantes, parfois même innovantes? Où est-ce que vous avez rangé tout ça dans votre bibliothèque intérieure? Je crois qu'on a des capacités à engranger en soi pas mal d'émotions, d'images, de paysages différents. C'est un voyage, c'est vrai, à chaque fois c'est un voyage parce que 22 films de continents différents, de réalisateurs venant de pays différents, de langues différentes, c'est tout à fait passionnant et surtout de le partager avec un jury qui vient aussi de lieux différents. On était 9 et vraiment il y avait les 5 continents à nous tout seuls. Donc c'est tout à fait passionnant parce que après cette vision des films, il y a aussi le partage des films et à travers nos sensibilités. Et je pense que chacun, on a vraiment appris des choses différentes. C'est vrai que quand un réalisateur coréen, Hong Sang-soo, parle si doucement et si petit comme ça, donc on est tous à tendre l'oreille. Quand il y a 2 acteurs américains qui ont une voix plus forte, on entend différemment les choses. Il y avait Payal qui vient d'Inde, qui est un peu timide, mais à la fois qui est très très forte. Alba Rohrwacher qui est italienne et qui a vraiment sa propre force, sa passion, et elle va coûte que coûte se battre jusqu'au bout pour le film les films auxquels elle croit. Donc on était une ribambelle de personnes très différentes, mais tout à fait passionnées les uns avec les autres à cause des sujets. Donc on avait soif voir tous les films. Il y a eu un film qui passait à 22h qui durait 2h40. Bon, j'ai eu un petit moment d'assoupissement, mais bien mérité, parce que quand même, après les dîners et les festivités de Cannes, qui sont des festivités obligatoires en tant que jury, membre du jury, parce qu'il y a des partenaires, comme vous savez, au festival, donc on doit rendre honneur à ceux qui croient au festival et qui donnent financièrement, et pas seulement d'ailleurs, dans leur énergie. Et donc, moi je pense que quand on est passionné, on ne compte pas, parce que les films ne se ressemblent pas, ils sont différents, ils ont une patte, des sujets différents, des regards différents, et c'est cette différence qui finalement appelle à voir d'autres films.
vous avez été spectatrice assez jeune. J'ai cru comprendre que votre maman vous cochait les films à voir dans le Festival des spectacles, que vous vous alliez avec Gourmandise au Champollion, avec son Christine. Quand vous étiez cette spectatrice, avant d'être vous-même actrice, qui avez-vous admiré? Une actrice, oui. Qui vous a donné envie en disant tiens, qu'est-ce qui a pu déclencher? Alors, il y a eu plein d'actrices, mais il y a eu, je dirais, la première, c'est Renée Falconetti, dans La Passion de Jeanne d'Arc d'Alfred Dreyer. Et puis ensuite, il y a eu Liliane Guiche, des films de Griffith et King Vidor qui, si vous allez à la Cinémathèque, sont visionnés. Et puis il y a eu Marilyn Monroe, ça m'a vraiment surpris, mais il y a eu un tel abandon, un tel amour, une féminité qui est débordante. Et ça m'a beaucoup impressionnée. Et puis après, il y a les Anna Magnani, les Lee Woolman, il y a les Jean Rollins, c'est des femmes fortes et qui vont dans des zones intérieures qui sont permissives, qui nous permettent à nous, spectateurs, de rentrer dans des zones qui ne sont pas forcément montrées. Et c'est très renversant, touchant. Il y a un retournement qui se fait grâce à ces acteurs ou ces actrices qui se donnent, parce que ça nous permet à nous de faire ce retournement grâce à l'émotion et à l'indicible finalement, parce que c'est la présence de quelqu'un, c'est ce qu'il apporte qui sont sous, au-dessus, sur les côtés des mots. C'est pas les mots, mais c'est ce qui vient avec les mots. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que à chaque acteur, actrice, il y a des interprétations. Et c'est l'interprétation qui fait le feu et le désir d'aller voir un film. Et puis il y a le jour où vous vous mettez à jouer dans le cadre scolaire. Alors il y a une image que j'aimerais qu'on voit de vous. On va la projeter bientôt. Voilà, elle est extraite du documentaire de votre sœur Marion Stallons, qui s'appelle Juliette Binoche dans les yeux, que je vous exhorte à voir et qui est en ligne et qui est très vivant. Et on sent, vous jouez, je crois que c'est le Roi Sauveur, c'est ça? On sent une ferveur. Oui, moi, Ionesco, j'adore son humour et son écriture, sa vision. Il y a une humilité et à la fois une grande compréhension du monde dans lequel on vit, et l'absurdité et à la fois la drôlerie presque de ce qui se joue dans notre construction sociale. Et donc, j'étais dans une école catholique, et de jouer le Roi Sauveur, c'était déjà pas évident. Mais ils m'ont laissé faire quand même. Et on a eu une représentation, mais on a travaillé toute une année, et je jouais le roi et je mettais en scène. J'avais pas mal de ferveur, donc je crois que je les ai un peu assommés. C'était une école de filles. Et voilà, non, ça a réveillé ma passion en fait, parce qu'à la fin de cette représentation, ma mère est venue et je lui ai dit à la fin de la représentation, je sais ce que je veux faire plus tard. J'avais 17 ans et elle m'a dit quoi? J'ai dit, je vais être actrice. Et elle m'a dit, mais c'est très difficile. Je lui ai dit, oui, mais c'est pas grave. Et donc ça a consacré quelque chose en moi, parce que même si c'est difficile de monter une pièce et de galvaniser un peu tout le monde, parce que j'étais la plus passionnée finalement, mais d'aller au bout et de vivre une représentation. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez certainement joué dans vos écoles, fait du théâtre, et vous avez certainement la passion de ça. Vous avez eu en tout cas cette traversée comme ça, de faire quelque chose en commun, de s'unir à travers une œuvre et à un spectacle devant des spectateurs. Il y a eu à ce moment-là, à la fin, cette évidence que c'est une telle joie de pouvoir le partager en public et d'aller jusqu'au bout, que voilà, c'était une évidence. Vous êtes dans la même ligne depuis. Vous avez gardé cette même ferveur. Oui. Et puis, on va remonter quelques années un petit peu en avant.
il y a une photo de vous, enfant, qui est extrêmement touchante, et qu'on va nous projeter bientôt. Et j'aimerais savoir quelle place tient votre enfance quand vous réactivez. Voilà. Ah oui. Cet extrait de Inside the Actors Studio. Ah oui, oui, oui. Ça, c'était le photomaton qui était à Saint-Mandé. Et on allait faire des photos avec ma sœur. Et je devais avoir 6 ans, là. Et puis j'aime bien ce que vous dites. Vous essayez de mettre de la magie dans votre vie. Oui, bah oui, oui, mais qui ne le fait pas? Quand vous activez vos paliers de mémoire, quand vous travaillez, expliquez-nous d'ailleurs un peu comment vous faites pour que ce ne soit pas ce compte pour tout le monde. Est-ce que c'est facile pour vous de revenir à vos souvenirs d'enfance? Alors, il y a... Enfin, quand on est... Enfin, moi, actrice, j'ai traversé, j'ai fait des erreurs, j'étais coincée par moments, d'autres moments j'ai trouvé, ou on m'a trouvé, enfin l'émotion m'a trouvé. Donc, c'est un vrai parcours intérieur de se demander comment est-ce qu'on recrée la vie, comment est-ce qu'on fait pour être au moment où on tourne, au moment où on joue au théâtre, comment on fait pour que ce soit vrai, que ce soit vécu vraiment dans ces cellules. C'est tout un questionnement et une recherche finalement. Et à travers les rencontres que j'ai faites, à travers aussi les échecs que j'ai traversés, où j'étais frustrée parce que je n'arrivais pas à trouver, finalement, et aussi je suis revenue toujours un petit peu vers des coachs, des profs de théâtre ou des gens qui connaissent en fait, hein, qui savent, qui ont l'habitude de travailler avec des acteurs et qui ont parfois une méthode ou parfois une expérience qui fait qu'un acteur est moins perdu. Comment recréer ces émotions? C'est vraiment un mystère. Et c'est vrai que la mémoire sensorielle est certainement, je pense, qui m'a aidé le plus et m'aide le plus. C'est-à-dire qu'à partir de laisser venir à soi une sensation véritable d'un moment qu'on a vécu dans sa vie, qu'on a traversé, enfant ou plus tard, mais souvent dans l'enfance. Et c'est vrai que j'ai une bonne mémoire. Pas forcément pour apprendre le texte, parce que c'est un enfer d'apprendre à chaque fois, mais les sensations, les souvenirs d'enfance, elles sont vraiment ancrées en moi, imprimées en moi. Et donc, c'est d'ailleurs un des sujets de mon spectacle de danse, et j'en fais un film, et ça va s'appeler La sensation créatrice. C'est qu'à partir d'une sensation, il y a une expression artistique, n'importe laquelle. Ça peut être en musique, ça peut être en écriture, ça peut être du chant, ça peut être n'importe quoi. Il y a une expression vraie qui sort du corps. Et on n'a pas besoin de la vouloir, de la forcer, de la comprendre. Il y a quelque chose qui se fait en soi, qui fait que ça devient autre chose. Ça devient magique presque, ça devient à travers soi, et c'est plus soi qui fait, mais ça se fait à travers soi. Et là, on peut parler de liberté. Mais pour arriver à ça, il faut apprendre un peu à lâcher les peurs, à lâcher le vouloir, à lâcher les idées, la construction qu'on s'est faite. Parce que quand on est jeune acteur, on a peur, donc on essaie d'être sûr que ça marche, qu'on y arrive. Mais en fait, c'est en acceptant, parce que ça m'est arrivé sur des tournages de ne pas y arriver, me dire mais comment est-ce que je vais traverser cette émotion? On l'a recréée à travers moi. Et en fait, quand on est coincé, quand on est vraiment au pied du mur et qu'on ne sait pas comment faire, en acceptant qu'on n'y arrive pas, eh bien ça vient. Mais il faut avoir ce sas de temps où on ne sait pas, on est bête, on n'est rien, on est vraiment ce qu'on peut appeler là, vraiment l'humilité, quoi. C'est-à-dire on ne peut juste que dire que ça soit. Parce que moi, je ne peux rien faire, je ne sais pas. C'est un équilibre entre la maîtrise et l'abandon. Ah, tout à fait, oui. C'est-à-dire, c'est la maîtrise de l'abandon. Ou l'abandon de la maîtrise. L'un et l'autre. Et alors, chez vous, quand on regarde vos films, il y a une énergie
quels que soient les films, même quand ce sont des drames terribles comme ceux que vous avez pu jouer, ou des films qui se veulent résolument plus comiques, car vous avez tout exploré, vous êtes une bibliothèque mondiale des émotions, il me semble qu'il suffit de vous regarder pour comprendre les complexités des émotions humaines et de s'y projeter. Il y a l'énergie ou l'émotion qui est la joie, qui me semble être vraiment un fil conducteur. Et c'est très frappant si vous regardez ou revoyez Le Patient anglais, qui vous a valu un Oscar, on s'en souvient. C'est un film qui est quand même très romanesque, qui est chargé de choses très dures. Il y a la guerre, il y a ce grand brûlé, il y a des souvenirs qui les hantent, etc. Et il y a vous, qui est infirmière, mais qui est jamais qui est dans l'empathie, mais qui est jamais dans le pathos. On va, si vous voulez bien, on se fait un petit extrait. Il y a quelques petites secondes de latence. C'est pas la séquence la plus emblématique que j'ai choisie, mais vous allez comprendre pourquoi au regard de ce qu'on vient de se dire. C'est parti. Bien dans un instant, d'une part, vous travaillez avec Ralph Fiennes pour la deuxième fois. Troisième. Là, dans ce film, c'était la deuxième. La première fois, c'était Léo d'Hurlement. La troisième fois, c'est Pénélope, on y vient. La musique qu'on entend, c'est Rachel Portman, qui a fait... Non, pardon, je dis une bêtise. Non, c'était le chocolat. Je dis une grosse bêtise. Non, pardon, je suis en train de faire moi-même des croisements. Non, c'est Ralph Fiennes qui fait le pont avec le film de ce soir. Donc, j'aimerais vous parler de votre collaboration, votre lien, votre complicité. Et puis, cette séquence de la marelle, qui a quelque chose de l'enfance rémanente, quoi qu'il arrive. Rave, donc on a commencé ensemble avec Léo d'Hurlement. C'était son premier film, je crois, de cinéma. Et on s'est bien entendu, c'était un tournage difficile parce qu'on tournait 6 jours sur 7, 16 heures par jour. Donc c'était extrêmement difficile parce que aussi beaucoup d'anglais et je devais apprendre à avoir sans accent français en 1 mois et demi, ce qui est absolument un tour de force, mais bon, bref. Mais avoir Rave, c'était un vrai allié. Et puis quand on s'est retrouvés quelques années plus tard sur ce film-là, il y avait le bonheur de se retrouver, mais il y avait pour moi certainement Anthony Minghella, le réalisateur de ce film. Il arrivait à porter en fait un groupe de gens, d'acteurs et de techniciens d'une façon très généreuse, en donnant la place à chacun. Et il avait beaucoup d'amour pour les acteurs. Et c'est ce que j'ai ressenti. En fait, je me sentais complètement portée avec lui. Et puis la marelle, c'était son idée. Et puis moi, comme j'aime bien jouer, ça m'a plu. C'est le jeu du jeu. Ouais. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les prénoms des personnages que vous avez incarnés. Alors il y en a beaucoup, parce que vous avez joué dans plus de 70 films. Et c'est drôle, parce qu'on constate, quand on joue à ce petit jeu-là, qu'il y a des récurrences. Alors, c'est drôle de constater que Anne et ses déclinaisons reviennent, c'est eux le top one. Ensuite, c'est Marie. Et Anne, la racine hébraïque d'Anne, c'est Anna, et ça veut dire la grâce. Et finalement, la grâce vous suit. En tout cas, vous la suivez. Ça veut dire aussi, chez les Sumériens, le très haut, mais comme oui, comme quelque chose à attiser en soi. Et voilà, bon, c'est comme ça, mais j'ai appelé ma fille Anna, c'est pas pour rien non plus. Alors, parmi donc tous ces personnages, ils ne sont évidemment pas là tous, il y a des femmes de... Non, pardon, j'ai une chose que je veux savoir, si, en les revoyant avant qu'on vienne aux archétypes, est-ce que vous y pensez de temps en temps aux personnages que vous avez joués? Est-ce qu'ils vous aident à... Est-ce qu'on peut avoir des moments de situation de vie où on se dit tiens, qu'aurait fait un tel ou une telle? Non. Non, pas à ce point. Non, j'y pense beaucoup quand je le fais, mais après j'oublie. Ah, ouais. Ah, vous tournez la page après les films. Complètement, oui, j'oublie. Ouais. Alors, donc, je disais que dans tous ces personnages, il y a des êtres de fiction, bien sûr, il y a des femmes qui ont existé, il y a eu Camille Claudel, il y a eu Coco Chanel, George Sand, une figure biblique, Marie-Madeleine, et 2 figures mythologiques, une au théâtre, Antigone, dont on va voir un petit extrait dans les secondes qui viennent. C'était une mise en scène d'Ivan Vanhoff, c'était il y a 10 ans, et vous jouiez en anglais, là encore.
Et on va le voir, alors il y a un petit temps de latence à chaque fois, mais si Laetitia peut nous lancer l'extrait, ce serait super, pour ceux qui n'ont pas vu la pièce. Oh, vous m'entendez ? Comment est-ce qu'on rentre dans la peau de personnages mythologiques, que ce soit Antigone et aujourd'hui Pénélope, qui sont aussi des archétypes. Les archétypes, c'est-à-dire ces figures qui viennent structurer l'inconscient collectif, c'est quand même pas rien. L'idée de rentrer dans la peau, ça, comme je disais avant, c'est pas comme ça que ça se passait. Partons d'une sensation, pour moi en tout cas. Hein. C'est comme ça que ça se joue. Mais les archétypes sont basés sur l'humain, sur l'humanité. Donc il y a juste à revenir à soi. Et les archétypes, on les a en nous. C'est ça qui est incroyable d'ailleurs. Si on est vraiment au plus proche des questions qu'on a chacun, existentielles, vraies et intimes, on retombe tous dans les archétypes qui existent dans les pièces, les grandes pièces ou les grands mythes. C'est pour ça que ces textes-là perdurent. L'Odyssée existe depuis 3000 ans maintenant. Et par rapport aux thèmes qui sont traversés, aujourd'hui, quand on regarde les actualités, on est toujours dans les mêmes questions. C'est comme si on n'arrivait pas encore à évoluer, qu'on n'arrivait pas à se retourner et voir différemment. On est tous tournés vers la terre, mais on n'est pas encore tournés vers le ciel. Et c'est ce retournement qui n'est pas encore fait parce qu'il est difficile, parce qu'il faut lâcher. Il faut lâcher quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher par peur, par habitude. On se raccroche à ce qu'on connaît. Mais quand on arrivera à lâcher, à ouvrir la main, à la tendre vers l'autre, il y aura quelque chose de nouveau qui naîtra. Il faut y croire. C'est difficile parce que plus on regarde les informations, plus on a l'impression que c'est impossible, mais il faut croire à l'impossible, sinon on n'est pas humain. Lorsque vous jouez Pénélope, en l'occurrence, vous avez lu la traduction ici d'Emily Wilson, et il faut savoir quand même que c'est la première femme à l'avoir traduit en anglais. Ça paraît fou, ça date de quoi, 2018, quelque chose comme ça, enfin c'est récent. Ça ouvre un champ aussi de se dire qu'une femme a traduit Homère. Homère, c'est 8 siècles avant Jésus-Christ, je crois. Est-ce que ça aide quand on plonge dans une traduction faite par une femme ? Alors, d'abord, c'est Ray Fiennes qui m'a offert ce livre-là. Et pour ceux qui lisent l'anglais, qui ne sont pas forcément très très bons en anglais, elle est tout à fait lisible et facile à lire. Moi-même, j'étais étonnée de pouvoir la lire aussi facilement parce qu'il y a quelque chose dans la traduction qui est vraiment senti. On dit que l'Odyssée était... D'abord, il y a plusieurs traductions, il y a plusieurs récits, chants différentes de l'Odyssée. Donc, c'est pour ça que dans le film, Umberto Pasolini, le metteur en scène, et celui aussi qui était responsable du scénario, ils ont permis une ouverture par rapport à l'interprétation de Pénélope. Parce que dans certaines traductions, certains récits de l'Odyssée, il y a ces ouvertures-là, il y a différentes interprétations de l'histoire. Mais il est dit aussi que ces chants avaient été écrits, enfin, ne viennent pas d'une personne, mais de plusieurs personnes, et peut-être de femmes aussi. Donc ça remet en question aussi ce qu'on imagine, enfin, absolument comme frappé dans l'arbre, que c'est Homère, c'est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, en tout cas, il y a des chercheurs qui l'ont apparemment prouvé. Mais enfin, bon, il faut passer au-delà de ces polémiques. Non, je crois que c'est comme travailler avec un metteur en scène, femme ou homme, moi c'est complètement égal. Ce que j'aime, moi, c'est cette sensibilité, cette ouverture d'esprit, et puis l'enthousiasme du partage que, prise après prise, scène après scène, il y a un voyage qu'on fait ensemble. On va chercher dans l'humain, donc à travers moi, mais aussi à travers le regard et l'écoute du metteur en scène, ce qui s'y passe. Et on est surpris à la fin de chaque scène, on est surpris de ce qui s'est passé. Moi, je ne peux pas savoir à l'avance comment ça va se jouer, j'en sais rien.
je suis moi-même surprise de ce qui se passe. C'est pour ça qu'avec Umberto Pasolini, qui est plutôt quelqu'un qui aime contrôler les choses, parce que c'est pas pour rien qu'il est producteur, c'est pas pour rien quelque part qu'il est metteur en scène. Bon, ça dépend des metteurs en scène, mais il y a quand même l'idée de savoir, d'avoir une traversée et de pouvoir arriver à terme avec une idée qui est transformée en film, et qu'il transforme lui-même en film au fur et à mesure des rencontres qu'il fait et les différentes strates de la fabrication d'un film. Mais son envie de contrôler, il était parfois par moments un petit peu difficile pour moi, parce que j'ai besoin de lâcher, je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, quand au début, le premier jour de tournage, il m'a dit j'aimerais ceci et j'aimerais cela, et que tu joues comme ci, et que tu joues comme ça, j'ai dit Umberto, tu vas malheureusement te tirer une balle dans le pied si on commence comme ça. Parce que je pense que tu risques de rater des possibilités dans le film que je vais pouvoir te donner si tu me donnes une liberté. Et donc je lui ai demandé, comme parfois je peux le faire avec un metteur en scène qui est un peu trop en contrôle, c'est ok, on fait un deal ensemble, les 3 premières prises, tu me laisses faire comme ça vient, avec la liberté, et à partir de la 4e, je fais ce que tu veux. Tu me demandes de faire comme si, je fais comme si, tu me demandes de faire comme ça, je fais comme ça. Si tu me dis comme si et ça, je fais comme si et ça. Mais il faut que tu me laisses cette liberté des 3 prises, parce que c'est ça qui va apporter, d'abord qu'il va te faire plus de plaisir, parce que un metteur en scène, il peut prévoir quand il écrit ou quand il imagine, comment il va tourner, les lieux qu'il choisit, mais après il y a toute la surprise de comment ça s'incarne, qui est à chaque fois une découverte et comme un cadeau finalement. Comment vous l'avez perçue? Pénélope, elle est plus complexe que l'image qu'on peut s'en faire que rapidement quand on oui, l'amoureuse, patiente, fidèle. Elle est aussi stratège, elle est pas d'un seul tenant, il y a même des zones d'ombre, d'ambiguïté, on sent qu'elle peut vaciller, qu'elle désire le travail aussi. Oui. Ça fait partie aussi des autres interprétations de Pénélope dans les différents écrits de l'Odyssée. C'est ça qui était passionnant finalement pour lui, et c'est un exégète. Umberto Pasolini, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce qu'il a étudié l'Odyssée en long, en large et en travers, et il a eu vraiment envie de se focaliser sur la dernière partie de l'Odyssée, c'est-à-dire le retour d'Ulysse sur l'île d'Ithaque, avec la rencontre de Pénélope, mais aussi la confrontation avec les prétendants, et le fils Télémaque. Et je crois que dans la vie de Umberto, il avait lui-même, à l'âge qu'il a, l'envie de se questionner par rapport à ce retour dans sa vie à lui. Et c'est toujours passionnant de voir pourquoi un réalisateur ou un acteur dit oui à un film, c'est que ça en est résonance avec sa propre vie. Et parce qu'il y a à trouver, quand on tourne, le désir profond de pourquoi on le fait, pour que ça puisse s'immiscer, se donner dans la vie des gens qui regardent. Oui, c'est indispensable qu'il y ait une résonance, en fait, oui, c'est s'opérer. Il y a aussi une idée intéressante, parce que le film, vous verrez, est assez dépouillé, assez épuré. Les éléments sont très forts, très présents, le feu, le vent, la terre, l'eau, évidemment. Et puis, il y a cette idée aussi du conflit entre le masculin et le féminin. Et cette image qui revient, évidemment, du tissage, détissage. Et ce qui est assez joli, c'est cette idée de cycle qui renvoie au féminin, qui renvoie à la nature, parce que tisser, détisser, c'est pas que sa stratégie, c'est aussi le symbole qui est derrière. Alors, vous me dites si je vais trop loin, mais quand j'ai revu Bleu, à la fin de Bleu, je ne sais pas si vous vous souvenez de Kieslowski, on voit vos mains, là on voit vos mains. Vous verrez au début du film qui suivent la verticalité du tissage. Et dans le bleu, de gauche à droite, vos mains suivent des lignes aussi qui sont celles des partitions. Et la résonance pour les cinéphiles, c'est cette idée aussi de quelque chose qui traverse le temps. Dans Bleu, le personnage de votre mari qui est défunt, finalement sa musique va traverser, va lui survivre. Et ici, ce cycle éternel, il y a cette idée aussi du temps. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose d'un peu même métaphysique qui traverse ces films-là et que vous enfin, c'est quelque chose qui n'a pas l'air de vous faire peur, ça au contraire. Oui, je n'étais pas... c'est ça qui est bien, c'est que les films, vous pouvez les interpréter comme vous le souhaitez.
Moi, j'y ai pas pensé, évidemment, mais parce il doit y avoir une partie inconsciente qui se joue. C'est pour ça que la préparation d'un film est très importante. Et parfois, la préparation d'un film, c'est de ne pas préparer. Ça paraît contradictoire, mais c'est le risque à prendre. Parfois, entre sa vie, ce qu'on vit, un sujet, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Et voilà. Et la question du temps, c'est une question qui vous intéresse, qui vous travaille? La question du temps, elle est inhérente à l'humain, puisqu'on est dans le temps et à la fois au-delà du temps. Donc on est sans arrêt dedans, dehors, dedans, comme on est à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Donc ça joue forcément beaucoup. Mais c'est vrai que, non, quand on est vraiment... La sensation d'accomplissement, le sentiment d'accomplissement, il est dans l'entièreté, je crois, d'être dans sa vie, dans le présent. Je crois que le présent, c'est important d'être dedans, et pas d'avoir la tête qui est dans le passé, ou la tête qui est dans le futur, ou dans les possibles, mais d'être vraiment, qu'est-ce que ça veut dire le présent? Alors moi, évidemment, je travaille à partir des mémoires, mais parce que ça doit surgir des cellules de mon corps, ça doit surgir d'un endroit d'expérience, de vie, de vérité, de ce que j'ai traversé. Donc ce va-et-vient entre le passé, ce qui précède, il doit être concrétisé dans le présent, il doit être vivant dans le présent. Mais moi, je trouve que... moi, j'ai 61 ans, je suis étonnée d'avoir 61 ans, mais à la fois, je suis sans âge, quoi. Je suis comme vous, quoi. Claire Denis dit que vous êtes dans une éternelle trentaine. Ben oui, voilà. On a trouvé la solution. On va faire un voyage dans le temps, on va repartir 40 ans en arrière, mais le temps n'existe pas, n'est-ce pas? Nous voici dans Rendez-vous d'André Téchiné. Alors, c'est un film que je trouve très dur à revoir aujourd'hui, parce que le personnage quand même vraiment que vous incarnez est malmené par les hommes, c'en est douloureux. Pour autant, le film est d'une facture incroyable, il a eu le prix de la mise en scène à Cannes et il n'a pas volé son prix, c'est sûr. Mais il y a une séquence qu'on pourrait revoir en boucle, et j'aimerais qu'on la regarde ensemble. Petite patience, il y a des petites secondes à attendre, je sais. C'est un peu improvisé à ce moment-là. Je parle fort parce que quand on regarde bien, on voit qu'il y a un juron que vous ne prononcez pas, on voit dire the M-word. Vous dites bien, il me semble. Mais quand vous vous trompez, c'est extrêmement touchant parce que vous ne le prononcez pas, c'est muet en fait. C'est improvisé, ça Ce moment-là, il était improvisé parce que je n'avais jamais mangé d'oursin, donc je l'ai dit. Donc c'est la vie, en fait. Vous êtes à l'aise avec les gros plans? On a une image d'une petite mosaïque de gros plans. Est-ce qu'on est plus libre ou moins libre quand on a... Je pense par exemple aussi à la caméra qui se passe près de vous, dans Bleu. Mais dans la plupart des films, dans beaucoup de films, quelles que soient les époques, là on est chez Claire Denis, c'est relativement récent, Mauvais sang, etc. Et comment est-ce que vous appréhendez les gros plans, voire les très gros plans? En fait, j'y pense pas trop, mais à la fois c'est très émouvant d'avoir une caméra qui s'approche de vous, parce que c'est un œil, la caméra. Et donc quand vous avez un metteur en scène que vous aimez beaucoup, quand vous avez un chef opérateur que vous aimez beaucoup, c'est un rapprochement qui permet aussi une intimité. Donc il y a un partage qui se fait peut-être plus fort. Là, en ce moment, je répète une pièce de théâtre et je crois que j'ai jamais autant compris la différence entre le cinéma et le théâtre. Parce que au théâtre, quand même, on porte la voix. Et donc l'intimité, on la recrée, mais elle est portée. L'intimité, c'est la vérité de ce qu'on a à traduire, de ce qui vient de soi à travers une situation, un texte, etc. Et sa vie. Mais
cette proximité, elle est touchante, elle est... Pour moi, c'est pas intimidant. Au contraire, c'est rentrer dedans. Ça me permet de rentrer dedans. Je me souviens que sur Copie conforme d'Abbas Kiarostami, il y avait... Parce que, en fait, Abbas, il mettait le scotch du regard au plus près de la caméra, au plus près de l'objectif. Donc il y a un cadre, et puis il y a l'objectif, et il le mettait vraiment au tout près. Donc tout d'un coup, c'est vraiment un œil. Et l'acteur était à côté, mais je jouais vraiment avec la caméra. Et je me souviens que dans la scène qui se passait, c'était dans le petit café, j'avais l'impression de faire des acrobaties, mais c'était presque physique, émotionnel. Que c'était saut périlleux arrière, saut périlleux avant, flip-flap, flip-flap. Gymnaste de l'émotion. C'est vraiment l'impression de cette gymnastique intérieure. Et ça fait plaisir, en fait. C'est comme, je pense, un gymnaste qui a fait tout le parcours, et ça se passe à travers lui, et il en est étonné. Mais il y avait cette dimension-là, en tout cas. Comment, dans le film que vous allez voir ce soir, avec toutes les valeurs vous êtes filmé avec toutes les valeurs de plan, à peu près, il y a aussi beaucoup de plans où on vous voit en pied, et on sent que votre personnage est vertical. Est-ce que vous l'avez pensé? Comment est-ce qu'on travaille le port de tête? Est-ce que le costume, ça aide? Les chaussures? Je crois que l'intention, ça fait le comportement. Et l'intention, c'est comme la sensation dont je parlais tout à l'heure. L'intention, elle permet un état physique. Et chez elle, chez Pénélope, il y a la résistance. La résistance au temps, la résistance aux émotions, à la dépression, la résistance à son fils qui la traite mal parce qu'il est perdu. Il y a la résistance aux prétendants qui veulent le pouvoir et la peur que ces prétendants tuent son fils ou la violent ou voilà, quelque chose. Donc je pense que l'attitude, elle vient pas d'une idée extérieure, mais d'une intention qui fait que le corps... Vous savez, parfois, un des exercices en tant qu'acteur, c'est travailler l'animal, parce que l'animal, il permet en fait une liberté. L'acteur, s'il se relie à un animal, et parfois, on choisit un oiseau, parce qu'il y a un port de tête mais pas une idée extérieure, c'est plus un sentiment qui est relié à un lien physique, mais qui doit être ressenti. Pénélope, c'est qu'un animal? Ça fait quand même un petit moment que j'ai tourné, mais je crois que ça ne m'étonnerait pas que ce soit un oiseau. En tout cas, vous avez une manière d'écouter. Le premier plan du film où on vous voit, on voit Pénélope qui attend, mais qui écoute, mais elle n'écoute pas qu'avec ses oreilles. On sent qu'elle écoute avec tout son être. Mais ça vous correspond aussi, il me semble que il y a vous, puis il y a des antennes, il y a quelque chose chez vous. C'est ça qui est passionnant avec un metteur en scène, c'est que quand il nous parle, il faut entendre, pas les mots, mais ce qu'il y a derrière. Et donc tous les sens sont vraiment ouverts comme des antennes pour ressentir plus que de bloquer dans la tête une compréhension qui expliquerait ceci et cela. Mais c'est plus un ressenti qui fait qu'on s'approche, mais on doit entendre l'indicible finalement. C'est ça qui est passionnant. C'est que un art collectif, qui est le cinéma ou le théâtre, c'est un art qui permet en fait de s'écouter à un niveau qui permet que l'œuvre devient unique, mais universelle, et on devient un à travers ces arts collectifs. Et moi, j'adore la peinture, et à un moment donné, j'étais entre la peinture et le jeu et le théâtre, puisqu'au départ, je voulais faire du théâtre, et en fait, je sais que c'est vraiment ça que j'ai choisi, parce qu'il y a ce partage et cette collectivité qui me plaît, mais profondément.
Et puis, puisque le mouvement, c'est la vie et c'est le cinéma par essence, on parlait tout à l'heure de votre capacité à faire de la gymnastique. Vous avez aussi cette capacité, parfois dans un même plan, de passer d'une émotion à l'autre à une vitesse de l'éclair. Dans l'extrait que nous allons regarder là, qui est tiré du film de Bruno Dumont, Camille Claudel, 1915, C'est tout à fait frappant. est-ce que vous avez besoin, quand vous commencez un tournage, de vous imprégner du décor, de toucher, de sentir, d'être comme Musset qui disait « allons toucher les marbres ». Est-ce que vous êtes de ce genre-là? Oui, c'est de toucher les vêtements, de sentir les vêtements, de sentir le lieu. Bien sûr, plus on prépare, mieux c'est. Ouais. Et comment c'est que vous dessinez aussi vos personnages, ou parfois les metteurs en scène? Est-ce que vous comptez dessiner Pénélope? Alors là, j'ai fait beaucoup de choses. Non, j'aurais pas le temps de dessiner Pénélope. Bah, à vous de dessiner Pénélope quand vous aurez vu le film. Je vais vous laisser la parole dans un instant, mais avant, la toute dernière question, elle est pour le metteur en scène Umberto Pasolini. L'accent italien, c'est pas encore ça. Qui vous a laissé un petit message. Bonsoir, je m'appelle Umberto, je suis un peu coupable du film, pour le film que vous venez de voir en tant que réalisateur. J'aurais aimé être avec vous ce soir et bavarder du film, mais pour quelques raisons, j'ai raté l'avion et je suis encore coincé en Transylvanie avec les vampires. Au moins, je suis devant l'Institut français de cette petite ville de Cluj, dans la Roumanie du nord-ouest. Et bon, alors je vous laisse avec la compagnie bien plus intéressante de Juliette Binoche. Et je prends l'occasion de remercier Juliette devant vous pour toute la patience, les efforts, le talent, la générosité qu'elle a donné à notre film, le soutien qu'elle est en train encore de donner à notre film, et à moi-même personnellement. Et je profite pour lui poser une petite question, et c'est qu'est-ce que je dois faire de différent la prochaine fois qu'on travaille ensemble. Je vous laisse. J'espère que vous avez aimé le film, et peut-être à la prochaine. Au revoir. C'est impressionnant de le voir, on dirait Dieu qui nous parle. C'est hyper impressionnant. Non, il n'a rien à changer. Il est formidable. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux et c'est un bonheur de travailler avec lui. Vraiment. Auriez-vous l'une ou l'autre question avant qu'on lance le film? On est un peu à court de temps, monsieur. Oui, je suis un peu de votre génération et j'ai un souvenir d'enfance, c'est d'avoir vu Irène Papas dans le rôle de Pénélope. Je voulais savoir si vous aviez vu cette série quand vous étiez jeune. Et puis une question personnelle, je crois savoir que vous avez des liens avec Saint-Martin-de-Seignan et j'aurais aimé savoir quelle émotion vous éprouvez quand vous vous promenez dans les marais d'Orx. Alors la première question c'était par rapport à Pénélope et Irène Papas. Si j'ai vu son téléfilm, c'est un téléfilm. Alors le mari de ma cousine m'en a parlé et je n'avais pas vu du tout ce téléfilm. Et donc j'ai regardé et c'est vrai que elle est magnifique dans le rôle. Et je me souviens que le mari de ma cousine m'a dit ça va être difficile pour toi. Donc vous jugerez vous-même. C'est pour ça que je vous attends. Et par rapport à Saint-Martin-de-Seignan, monsieur me demandait si j'allais au Marais d'Orx. Oui, j'y vais. Parce que ma grand-mère et mon père sont nés là-bas. Donc les Landes, je connais bien. Et j'aime beaucoup ce lieu-là. C'est pareil pour moi. On a le temps pour deux petites questions. Oui. Oui, vous avez parlé plusieurs fois de la notion de préparation.
Là, vous avez fini en disant que la préparation était de sentir les choses, les lieux, les tissus, mais un peu plus tôt, vous aviez dit qu'il faut aussi savoir parfois ne pas se préparer. Et je me demandais qu'est-ce qui orientait votre choix. Est-ce que c'était le type de rôle? Est-ce que c'était le type de réalisateur? Quand est-ce que vous choisissiez et sur quels arguments vous choisissez de ne pas vous préparer versus... Alors, de ne pas me préparer, la question c'était quand est-ce que je choisis de ne pas me préparer pour un rôle, puisque j'avais parlé de la préparation. Alors, ça m'est arrivé 2 fois, en fait. Une fois, c'était pour Elle, je jouais une journaliste, et en fait, j'avais besoin de me mettre en danger. Je connaissais le thème, donc j'ai parcouru le scénario avec une journaliste, et en fait, j'ai décidé de ne pas apprendre le texte pour être toujours sur une espèce de qui-vive, de malaise, parce que moi j'ai peur de ne pas me souvenir du texte. C'est un peu une phobie chez moi, donc je surtravaille pour être sûr que, et pour pouvoir l'oublier surtout, parce que j'ai horreur d'apprendre des leçons. Vous voyez, comme on apprend un texte comme une leçon, je trouve que ça me bloque et ça me rétrécit. Et donc je lis, je relis, comme de la laque. Oui, je fais une couche, 2 couches, 100 couches, 200 couches, 300 couches, et ça vient, il y a quelque chose qui est aussi plus léger, plus vrai. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais de temps en temps, il m'arrivait de marquer. J'avais des. Comment ça s'appelle? Des post-it. Ouais, des post-it, des trucs cachés un peu à droite à gauche, parce que j'avais peur quand même des antisèches, voilà, c'est ça. De temps en temps, dans des coins et tout, pour avoir quelques repères par moment. Et puis une autre fois, je me souviens, j'étais en Sicile, j'ai tourné un film qui s'appelait le film de Piero Messina, L'attente, la thèse. Et j'ai préparé pendant 3 semaines, et avec une coach d'art dramatique que j'aime beaucoup, et je lui disais au fur et à mesure, mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et bon, elle est partie avant le tournage, et j'ai décidé de tout jeter en fait en moi, et de commencer le tournage comme si j'avais rien, je ne savais rien, et en fait c'était la bonne préparation. Comme si chaque pas que je faisais, j'allais tomber, en fait. Et c'était ce qu'il y avait de mieux pour ce film. Donc ça dépend des fois, il n'y a pas de raisonnement, c'est vraiment quelque chose de senti et que j'adapte en fonction des possibilités, de ce que je ressens du personnage, de l'histoire. Voilà. Et la toute dernière question, la dame à gauche. Voilà. Bonjour. Vous avez sélectionné le film iranien pour le Festival de Cannes et vous avez joué dans Copie conforme de Kiarostami. Je voulais savoir si vous avez une affection particulière pour le cinéma iranien. Qu'est-ce que vous aimez dans le cinéma iranien? Ils ont, je pense, un pays qui souffre, ont des artistes qui souffrent aussi et qui ont besoin, ont envie de parler à travers des histoires plus ou moins cachées. Et j'ai trouvé que, évidemment, bon, il y a des phénomènes comme Abbas Kiarostami, comme Jafar Panahi et d'autres aussi, qui ont un cinéma tellement humain, tellement fin. Et j'ai trouvé que le film de Jafar Panahi au Festival de Cannes était, avec la période dans laquelle nous vivons et que nous traversons, le fait qu'à la fin il n'y ait pas cette idée de revanche, mais d'une ouverture, de faire de la place pour qu'il y ait un peu un lien de retrouver un fil entre des séparations, des violences terribles. Je trouve que le film il permet en fait de tisser
à nouveau un espoir entre des gens qui ont eu l'habitude de se haïr ou des massacres qui se sont perpétrés sans arrêt. Et donc je trouvais que c'était un film d'un espoir fou et on en a besoin vraiment. Donc c'était une chance d'avoir ce film pendant le festival de Cannes. Merci beaucoup. On va rester sur l'idée de tisser des espoirs. Vous allez voir une autre forme de tissage à l'écran. Merci pour votre belle écoute. Un grand merci, Juliette. Merci. À la fin du film, il y a une équipe qui sera avide de vos commentaires. Donc ceux qui veulent bien rester un instant pour les partager sont les bienvenus. Très bon film.